c'est quoi les 5 incontournables à mesurer en 2023. Je m'appelle Émy Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis maintenant 7 ans. Je suis accompagnée de ma collègue André Laforge, que vous connaissez certainement. Donc, c'est notre vice-présidente expérience employée et chef de produit Cara, mais vous la connaissez aussi certainement de par ses nombreux blogs ou sa présence sur différentes tribunes sur le sujet. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on va vous parler des indicateurs, les incontournables à suivre en 2023. Mais avant de vous lancer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui va se passer à la suite du webinaire? Donc, aujourd'hui, vous allez recevoir un lien vers le sondage de satisfaction. Donc, comme à l'habitude, on vous invite à y répondre en grand nombre. Ça nous aide à nous améliorer, bien entendu, mais ça nous aide également à trouver quels seront les sujets abordés lors de nos prochains webinaires. Donc, on est toujours heureux de voir et de lire vos commentaires. Au courant de la semaine prochaine, vous allez également recevoir le lien vers le présent webinaire, si vous voulez le revoir ou le partager, mais vous recevrez également la présentation que nous allons effectuer ce midi. Sinon, la prochaine activité, Cara, se retiendra également la semaine prochaine. Donc, ce sera un webinaire en collaboration avec l'Ordre des CRHA. Comme vous le savez peut-être, Cara, nous sommes l'entreprise qui avons créé le baromètre RH pour l'Ordre des CRHA. Donc, c'est le sujet du webinaire de la semaine prochaine. Donc, nous ferons la démonstration de comment le système fonctionne, comment interpréter le résultat. Donc, si jamais cela vous intéresse, ça a lieu la semaine prochaine. Et sinon, je suis heureuse également de vous dire que notre prochain webinaire se tiendra le 23 mars prochain et ça portera sur le sujet des indicateurs de performance en acquisition de talent. Mon collègue Gauthier va vous mettre dans le chat à l'instant le lien vers le formulaire d'inscription. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, ça se commence maintenant. Donc, sans plus attendre, André, je te passe le micro. Oui, OK. Fait que là, je vais quand même, Amy, partager ma présentation, même si toi, tu es en train de le faire, parce que j'aime ça virer mes slides moi-même. Aucun problème, j'arrête la mienne pour te Et laisser prendre voilà. le rôle. Attends un peu, puis là, il faut juste que je me remette et boy. Ah, Bon, ben, je tiens juste, par exemple, à ouais. spécifier avant. Là, on va parler un peu révision de tableau de bord. Après ça, on va aborder les sujets des 5 indicateurs, mais il va s'en suivre d'une période de questions. Donc, prenez toutes vos questions en note, puis on va être heureux d'y répondre à la fin. Super. Merci, Amy. Bon, avant qu'on regarde là, les 5 indicateurs, là, je veux juste vous parler qu'il faut revoir ces tableaux de bord quand même régulièrement. Puis les gens se demandent souvent, mais à quelle fréquence on devrait revoir le contenu de nos tableaux de bord. C'est sûr qu'on ne refait pas notre tableau de bord à tous les mois, mais je dirais minimalement une fois par année, on devrait revoir le contenu de notre tableau de bord pour s'assurer qu'on est d'accord aligné là, sur les bonnes choses. Cependant, un autre temps où il faudrait revoir nos tableaux de bord, c'est quand il arrive un gros événement qui vient bouleverser le cours de votre organisation. Puis, en parlant de gros événements, là, au cours des 3 dernières années, on a été vraiment comblés à ce sujet-là. Là. Donc, étant donné la pandémie, les inégalités raciales qu'on a vues, la peur d'une récession peut-être là, dans les prochains mois, bien, ça fait en sorte là, que ça l'a modifié, puis ça continue à modifier les attentes des employés en matière d'emploi. Donc, les facteurs qu'on utilise pour se différencier comme entreprise pour attirer et retenir les talents, ben ça l'a changé. Fait qu'on parle maintenant de flexibilité de travail, meilleur engagement de l'organisation dans des programmes de santé mieux-être. On parle beaucoup de diversité, équité et inclusion. Mais ça fait en sorte que peut-être le contenu de votre tableau de bord, là, il devrait changer. Fait que juste pour vous aider là, à réfléchir sur sur ce qui serait important à mettre dans votre tableau de bord, mais j'ai quelques points là, qui seraient peut-être importants à regarder. C'est vraiment de comprendre comment votre stratégie d'affaires a évolué dans les dernières années. Est-ce qu'on a changé notre stratégie d'affaires? Puis là, quand je parle de stratégie d'affaires, c'est la stratégie RH aussi.
Puis il faut comprendre que là, l'avenir est un peu plus incertain, tout bouge plus vite. Donc, c'est important là, de bien comprendre ça. Puis, c'est important aussi là, de se poser les trois questions. Là. Dans quelles conditions notre organisation compte opérer dans les prochaines années? Est-ce qu'on va changer notre stratégie d'affaires? C'est quoi les décisions importantes que notre organisation va prendre dans la prochaine année ou dans les prochains mois? Puis, au niveau du talent, c'est quoi les talents critiques qu'on a besoin dans notre organisation? Fait que, tu sais, si vous vous posez ces questions-là, puis vous avez de la difficulté à y répondre, bien, je pense que faut que vous allez vraiment chercher réponse à ces questions-là, parce que ça va vous aider à guider le choix de vos indicateurs à mettre sur le tableau de bord. Fait qu'il faut vraiment être aligné avec la stratégie d'affaires de votre organisation. C'est super important. Bon, maintenant, si on se base, parce que là, on va parler beaucoup de facteurs externes. Oui, on veut être en lien avec notre stratégie d'affaires, mais des fois, il y a des facteurs externes qui font en sorte que là, il y a peut-être des indicateurs qu'on voudrait davantage suivre. Donc, basé sur ce qui s'est passé là, en 2022, puis durant les trois dernières années, c'est quoi qui nous attend dans notre organisation? Puis je pense qu'il y a des domaines où c'est important de se doter d'indicateurs de performance RH, puis bien entendu, en gardant à l'œil la stratégie organisationnelle. Donc, les principaux domaines à privilégier sont les suivants. La mobilisation des employés, puis on va regarder plus en détail là, chacun des domaines. La santé et le bien-être, la rétention, l'acquisition de talents et la diversité, équité et inclusion. Si on prend la mobilisation comme premier domaine, on va parler d'un taux de mobilisation. Donc, si vous ne le faites pas déjà, OK, il est important d'écouter vos employés par le biais de sondages. Donc, le premier indicateur, c'est vraiment le taux de mobilisation de vos employés. Puis, il devrait venir, ce taux de mobilisation-là, d'un sondage de mobilisation. Donc, c'est vraiment le pointage là, qui provient de votre sondage de mobilisation. En même temps, là, quand on regarde un taux de mobilisation, c'est toujours important de garder à l'œil le taux de participation au sondage. Parce que, dépendamment de la taille de votre organisation, si vous êtes une petite organisation, il faut que, si on veut que notre sondage soit valide, avoir un taux de participation qui est assez élevé. Donc, oui, taux de mobilisation, mais regardez aussi le taux de participation à votre sondage. Puis, ça devrait vous permettre, parce que dans votre sondage, s'il est bien monté, si vous utilisez là, des bonnes questions, bien, ça va vous permettre de répondre à des questions du genre, bon, est-ce que nos employés se sentent bien physiquement, psychologiquement? Est-ce que nos employés ont des bonnes relations avec leurs collègues, mais aussi avec leurs gestionnaires? Puis surtout, si on est en mode de travail hybride, la cohésion sociale et l'inclusion si on est en mode hybride, là, est-ce que ça continue? Comment on fait vivre ça dans notre organisation? Nos employés sentent-ils qu'ils contribuent à la mission? Puis, est-ce que le mode de travail hybride fonctionne bien? Souvent, là, tu sais, je dirais qu'on est passé pas mal outre à ça. Pas mal toutes les organisations ont décidé du mode de travail qu'ils voulaient utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sonder là-dessus pour s'assurer que le choix qu'on a fait de notre mode de travail soit le bon. Donc, si vous n'avez pas encore réussi à convaincre votre haute direction de l'importance de sonder vos employés, vous pouvez utiliser un autre indicateur beaucoup plus simple. OK? Nous, chez Cara, on l'appelle le taux de recommandation employeur. Il y en a qui appellent ça le ENPS, là, le Employee Net Promoter Score. Puis, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à poser une seule question à vos employés. C'est seriez-vous prêt à recommander notre entreprise comme employeur? Donc, en posant cette question-là sur une échelle de 0 à 10, parce que c'est la façon de calculer là, le taux de recommandation employeur, c'est vraiment une échelle de 0 à 10. Et les gens qui répondent de 0 à 6,
choisissent les réponses là, sur notre échelle de 0 à 6 sont vus comme des détracteurs. Tandis que nos promoteurs, c'est ceux qui répondent 9 ou 10. Et 7, 8, c'est nos passifs. Et comment la formule de calcul est montée pour ça? Bien, on prend notre nombre de promoteurs moins notre nombre de détracteurs, puis on divise par le nombre de répondants. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on peut avoir des résultats négatifs. Donc, le pire résultat, ça serait moins 100, puis le meilleur résultat, ça serait plus 100. Puis là, souvent, on nous demande, ben, c'est quoi un bon score de taux de recommandation employeur? Ben, dites-vous qu'un score plus grand que 50, là, c'est vraiment considéré comme très bon. OK? Très bon au niveau de la culture organisationnelle. 30 à 50 aussi, c'est bon. Là. Puis aussitôt que vous êtes au-dessus de 0, dites-vous que vous avez davantage de promoteurs que de détracteurs dans votre organisation. Mais ce qui est important de regarder aussi, c'est la proportion de gens qui sont passifs. Si vous avez une grande proportion de gens qui sont passifs, les 7-8, bien là, vous vous dites, ce qu'il faut faire, c'est travailler à amener ces passifs-là du côté des promoteurs. C'est important aussi, bon, de ne pas juste regarder le score de taux de recommandation employeur, mais de regarder la répartition du nombre de répondants, là, détracteurs, passifs, promoteurs. Fait que ça, c'était vraiment pour la mobilisation. Ça va être important de le faire. Le deuxième domaine, là, ça serait sur ce qui est la santé et le mieux-être. OK? Selon Statistique Canada de 2019 à... Oui? Il y a une question sur le taux de recommandation employeur, puis je pense qu'elle est pertinente. Avec le baromètre, on le fait une fois par an, mais est-ce qu'on devrait le calculer plus souvent? Bien, ça dépend ce qu'on entend par plus souvent. Là. Je pense qu'au trimestre, on pourrait le faire. Quand c'est rendu qu'on le fait une fois par semaine, bien là, je pense que ça vient que ça donne plus grand-chose. Là. Mais oui, on pourrait le faire plus souvent qu'une fois par année. Oui, on pourrait le faire au trimestre. Peut-être une fois par mois ou dépendamment de la grandeur de notre organisation, de la taille de notre organisation, on pourrait peut-être cibler des groupes spécifiques là, dans notre organisation pour pas, tu sais, parce que sonder trop souvent, moi, je pense que les gens deviennent fatigués, là, le survey fatigue. Là. Les gens deviennent vraiment fatigués de répondre au sondage. Puis là, ben, quand ils sont fatigués, soit qu'ils ne répondent pas, fait que là, vous allez pouvoir valider ça par votre taux de participation ou soit qu'ils répondent n'importe quoi. OK? Ils veulent se débarrasser. Fait que, tu sais, il y a comme un milieu là, à trouver. Là. Puis ça va dépendre de votre organisation. Puis je vous dirais aussi, ça va dépendre de votre de, de vos employés, de la démographie de vos employés. Les employés plus jeunes, les sondages, ils apprécient plus ça. Les plus âgés, ceux qui ça fait plus longtemps qu'ils sont chez vous, ont moins tendance là, à vouloir répondre trop souvent. Fait que vous voyez, là, faut quand même prendre ça en compte. Puis il y a des secteurs d'activité aussi où c'est plus facile. Là. Secteur manufacturier où les gens n'ont pas nécessairement d'adresse courriel, ça devient plus complexe là, de les sonder. Faut voir ça aussi là-dedans. Donc, je reviens à ma santé et mieux-être. Selon Statistique Canada, depuis de 2019 à 2021, là, on a vu une augmentation des invalidités psychologiques dans les milieux de travail. Puis, c'était une augmentation de 2,7 points de pourcentage, donc c'était non négligeable. J'ai hésité là, dans les indicateurs que je vais vous présenter de vous parler d'indicateurs d'absentéisme parce qu'on aurait pu aussi parler de taux d'absentéisme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, ça a sorti dernièrement, puis je pense que l'Ordre des CRHA a fait une petite intervention là-dessus. Là. Il y a le bilan de l'emploi 2022 qui vient tout juste de sortir de l'Institut du Québec. Puis, je n'ai pas eu le temps de lire tout le rapport, mais dans ce rapport-là aussi, on parle de santé psychologique là, qui a augmenté beaucoup dans les organisations. Puis je pense que c'est passé là, du tiers de l'absence était dû à de l'invalidité psychologique avant la pandémie. Puis là, c'est rendu 50 OK? Fait qu'il y a eu une augmentation. Puis on parle aussi beaucoup dans ce rapport-là du vieillissement de la population. Là. Fait
J'ai hésité de vous parler de taux d'absentéisme, mais on va y aller davantage avec un indicateur du taux d'incidence de l'invalidité psychologique. Donc, le prochain indicateur, là, il est vraiment lié à la santé psychologique de vos employés. Comment on fait pour le calculer? Là? On regarde les dossiers d'invalidité psychologique par rapport à notre nombre moyen d'employés. Puis là, je pense que j'ai une petite animation. Oui. Donc, ça vous permet de répondre là, à des questions suivantes. Est-ce que nous nous occupons bien de nos employés et les gardons en santé? Nos employés vivent-ils une surcharge de travail? Parce que, bon, invalidité psychologique, on peut peut-être faire un lien avec la surcharge de travail. Puis, c'est quoi le risque à court et à long terme pour notre organisation là, quand ce taux d'incidence-là se met à grimper? Il y a des incidences, il y a des risques, bon, il y a des risques parce que les gens ne sont pas au travail, mais il y a des risques aussi financiers là, au niveau de vos assurances, tout ça. Fait qu'il y a ça qu'il faut tenir compte. Donc, si je prends le taux d'incidence d'invalidité psychologique, puis je le couple avec précédemment mon taux de mobilisation là, de mon sondage. Si je mets ça ensemble, puis je fais un indicateur composite, ça j'aime bien ça, moi, les indicateurs composites, là, quand on met plusieurs indicateurs ensemble, bien, ça peut devenir un très bel indicateur qui mesure la santé organisationnelle. On a la mobilisation, l'engagement, puis en plus, l'invalidité psychologique. Mettre ça ensemble, ça peut peut-être être un bon indicateur là, composite à suivre sur vos tableaux de bord. Bon, quand on n'a pas la possibilité dans nos systèmes de faire la différence entre une invalidité psychologique, une invalidité physique. C'est possible là, que dans vos systèmes, vous n'ayez pas ça. Vous avez seulement que la personne est inactive. Là. Ben, on pourrait calculer le pourcentage d'employés actifs. Donc, on prend tous nos employés actifs sur notre nombre d'employés. Fait qu'on enlève nos inactifs. Ça va nous donner un pourcentage. On pourrait suivre cet indicateur-là. Mais dites-vous que là, ben, on vient comme généraliser quelque chose, là, puis il faut faire attention parce que souvent, dans nos inactifs, ben, tu as les gens qui sont en congé de maternité ou congé parental. Donc, tu sais, il faut faire attention, mais ça pourrait être un indicateur là, intéressant à suivre, notre pourcentage d'employés actifs dans l'organisation. Passons maintenant au troisième domaine, soit le roulement et la rétention. Là. C'est certain que la pandémie, ça a modifié les attentes des employés envers leur travail. Il y a eu un nombre record de travailleurs qui ont changé d'emploi. Les taux de roulement ont augmenté. OK, on le voit dans le baromètre RH de l'Ordre que le taux de roulement est en hausse. Cependant, on voit poindre à l'horizon la menace d'une récession. Donc, ça fait en sorte que là, le roulement devrait se stabiliser. OK? Dites-vous que le roulement des employés, c'est intimement lié au cycle économique. L'économie va bien, les gens cherchent à améliorer leur sort, donc ils sont à la recherche de meilleures conditions. Donc, ils vont avoir plus tendance à démissionner et à aller ailleurs. L'économie va mal et là, les gens prennent moins de chance. OK? Ils ont un emploi, ça devient incertain. Donc, ils restent à ce moment-là dans leur emploi. OK? Donc, dites-vous que là, on devrait voir à cause de la menace de récession. Puis, vous avez vu aussi, là, cette menace de récession-là, ça l'a amené des mises à pied. Là, on le voit là, dans les entreprises, surtout publiques, les grandes entreprises techno, on l'a vu dernièrement, il y a eu des mises à pied. Donc, ça ébranle un peu. Donc, on devrait voir le roulement devrait baisser ou se maintenir. OK? Cependant, OK, je dis cependant, il semble que la pénurie de talent, elle, n'est pas prête à s'estomper. On va être là-dedans au Québec jusqu'en, on nous dit 2030, là. Donc, pénurie, récession, tu sais, il faut quand même mesurer des indicateurs qui sont en lien avec le roulement. Puis, je vous dirais que euh, ça demeure des enjeux là, qui devraient nous suivre bien au-delà de 2023. Donc,
Oui, mesurer le taux de roulement volontaire, le taux de roulement involontaire, le taux de roulement total, mais moi, un indicateur que j'aime bien mesurer, qui vient dédramatiser des fois le taux de roulement, le taux de démission, c'est le pourcentage de départ regrettable. Pourquoi on voudrait mesurer ça? Parce que tous les départs ne sont pas égaux. Il y a des départs qui font plus mal que d'autres. Le départ d'un haut performant, par exemple, le départ d'un haut potentiel, le départ de quelqu'un là, que ça fait des années qu'il est dans le poste, puis on n'a pas réfléchi à sa relève. Ces genres de départs-là nous font beaucoup plus mal. Donc, pour la formule, là, c'est pour toutes les démissions qu'on a vues, lequel de ces démissions-là peuvent être mis comme un départ regrettable. Donc, on fait notre nombre total de départs regrettables sur le nombre total de démissions et ça va nous donner le pourcentage de départs regrettables. Et là, on espère, OK, que ce pourcentage-là va être très bas. Et là, ben, ça vient dédramatiser, je dirais, face à la direction. Oui, on a un taux de roulement, on a un taux de démission élevé, mais finalement, les gens qui quittent ne sont pas dans des catégories de personnes qu'on voudrait conserver. Mais il y a un envers à la médaille de ça, c'est si votre pourcentage de départ regrettable, lui aussi, il est élevé, bien là, dites-vous que votre taux de roulement fait encore plus mal. OK? Euh, Fait que voilà ce que je voulais vous dire par rapport. Ah oui, puis si les indicateurs là, de roulement, là, taux de roulement volontaire, involontaire, ça, on en a parlé en long et en large dans notre webinaire précédent. Fait que je vous invite là, d'aller voir sur notre page ressources, si vous n'étiez pas à ce webinaire-là, d'aller dans notre page ressources pour voir, là, revoir ce webinaire-là où on parlait vraiment, vraiment là, des indicateurs de roulement. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Là. Tous les départs ne sont pas égaux, blablabla. Voilà. Le quatrième domaine, l'acquisition de talent. André, j'ai une question ici. Le Oui. pourcentage de départ regrettable là, qui commence à être dangereux serait à partir de quelle marge? Ben moi, je pense que c'est une bonne question. Moi, je commencerais à m'inquiéter quand il passe le 10. Je commencerais, on commence beaucoup plus bas que le taux de roulement. Là. Tu sais, 1 2 écoute, il y a tout le temps des bonnes personnes qui quittent là, dans une organisation, mais ça va avec votre taille d'organisation. Là. OK? Si vous êtes une très, très, très grande organisation, c'est tel que tel. Mais 10 moi, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Si notre taux de départ regrettable là, est à 10 je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Il faut commencer à creuser davantage là, pour comprendre les causes de ces départs-là. Là. Puis vous agissez comme on le fait pour le roulement volontaire. Là. Entrevue de départ, on va voir ça. Puis même là, je mettrai en place des entrevues des stay interviews, là, des entrevues de rétention. Moi, je mettrais en place ça, puis ces entrevues de rétention-là, on essaie de les faire avec justement des hauts performants, des gens qu'on ne veut pas perdre, là, pour essayer de prévenir. OK. Puis je me demandais, ben, à vrai dire, c'est une question également qu'on a eue. Est-ce qu'on peut considérer un congédiement comme étant regrettable? Par exemple, la personne, on a un problème de gestion, un problème d'encadrement, soudainement, un problème d'absentéisme qui ne se règle pas. Donc, est-ce qu'une personne qu'on congédie peut être regrettable également? Moi, non. Je suis désolée. Si c'est la décision de l'entreprise, c'est que le pour et le contre a été fait là, entre on continue de garder cette personne-là parce qu'elle est très performante. Là. Ça peut arriver que quelqu'un est très performant, mais très mauvaise attitude, puis blablabla. Là. Mais là, on a fait le pour et le contre. Donc, non, selon moi, ça ne devrait pas rentrer dans votre pourcentage de départ regrettable. Il faut vraiment regarder les démissions. Super, merci. Acquisition de talent. L'acquisition de talent, bon, c'est un autre domaine, OK? Où il est important de suivre des indicateurs de performance. Puis, tu sais, à part là, les indicateurs qu'on voit souvent comme le délai d'embauche, le coût par embauche, qu'est-ce qui est vraiment important de suivre pour s'assurer que notre équipe d'acquisition de talent est vraiment alignée ses stratégies organisationnelles? Ben moi, j'ai un indicateur chouchou, là, un indicateur que j'aime beaucoup, c'est l'indice de qualité d'embauche.
Puis ceux qui me suivent depuis longtemps vont savoir, j'en parle beaucoup de cet indicateur-là. Puis je l'ai encore simplifié parce qu'avant, je le mettais avec 4. Je le mettais avec quatre variables. Puis on s'est rendu compte que en l'implantant dans certaines organisations, qu'avec 3 variables, on pouvait bien mesurer la qualité d'embauche. Fait que là, je m'explique quand je parle de variables. Variables, c'est ces 3 autres indicateurs qu'on vient mettre ensemble. Puis le premier indicateur, c'est le taux de rétention des nouveaux employés. Donc, pour s'assurer qu'on a fait un bon recrutement, OK, bien, est-ce que la personne est toujours avec nous au bout d'un an? OK? Donc, le taux de rétention des nouveaux, c'est. Puis, il peut être fait à 6 mois, là, si chez vous, tu sais, ça va dépendre de votre secteur d'activité. Dans des secteurs où ça roule plus, là, comme dans le commerce de détail, mais peut-être qu'on veut regarder le taux de rétention à 6 mois plutôt que de le regarder à 1 an. Là. Ça, c'est à vous de décider. Ça va dépendre de votre secteur d'activité. Mais le taux de rétention des nouveaux, là, on prend, puis j'ai écrit la formule là, votre nombre de nouveaux en début de période, votre nombre d'embauches dans la période, moins les départs de nouveaux employés, donc 6 mois ou 1 an et moins, sur votre nombre de nouveaux en début de période plus les embauches. Fait que ça va vous donner le taux de rétention des nouveaux. À ça, on vient coupler la performance de ces nouveaux-là. Donc, après la première évaluation de performance, puis ça, là encore, ça va dépendre de vos politiques et de vos processus là, dans votre organisation. Ça peut être l'évaluation de performance à la période de probation, ça peut être la première évaluation de performance. Mais là, on vient prendre la performance de ces nouveaux employés-là, on en fait une moyenne et on inclut ça dans notre indice de qualité d'embauche et on vient prendre aussi la satisfaction du nouveau relativement à son travail. Et ça, habituellement, on va aller chercher ça par une question dans votre sondage d'accueil et d'intégration des nouveaux employés. Donc, si vous faites un sondage à vos nouveaux employés, vous pouvez prendre une question qui va être vraiment, qui va cibler, bon, êtes-vous satisfait de votre travail? Et là, ben, on va prendre le score moyen sur cette question-là et on va mettre ça tout ensemble, donc ramener chacun de ces indicateurs-là sur 100 pour en faire ensuite un pourcentage. On va diviser ça par 3, puis ça va nous donner là, la moyenne pour ces 3 indicateurs-là. On pourrait même mettre une pondération. OK? On pourrait mettre une pondération et ça, on le fait là, chez quelques clients parce que la performance des nouveaux était prise juste après la période de probation. Et on s'est rendu compte que la performance des nouveaux il n'y avait pas grande différence là, dans les évaluations de performance des nouveaux. Donc, on associe un poids moins élevé à cet indicateur-là par rapport au taux de rétention qui, lui, avait un poids un peu plus élevé. Fait que vous voyez, on prend ces 3 indicateurs-là, on les met ensemble et là, on obtient un indice de qualité d'embauche. Pour ceux-là qui ne font pas d'évaluation de performance, ceux qui ne font pas de sondage d'accueil et d'intégration, ben, on peut utiliser le taux de rétention des nouveaux, peut vous servir là, au moins à voir si les gens sont encore en place dans votre organisation après un certain temps. Ça peut vous aider là, à voir si vous avez fait une bonne embauche. Finalement, le 5e domaine, diversité, équité et inclusion. Dans les dernières années, là, puis ça, je dirais que ça touche surtout la grande entreprise, mais dans les dernières années, les programmes de diversité, équité et inclusion ont pris beaucoup de place dans les organisations. Je ne suis pas une spécialiste en DEI, loin de là, là. Cependant, ce que je sais, c'est qu'on vit actuellement une pénurie, OK, une pénurie de talent, que le marché est maintenant mondial, puis c'est reconnu que la diversité est devenue un pilier clé de plusieurs stratégies pour retenir les talents et pour attirer aussi. Donc, parce que ça a été prouvé que quand on a des gens diversifiés dans une équipe, ça améliore l'engagement puis la performance. Donc, ceci étant dit,
un indicateur qui pourrait être intéressant et facilement calculable, c'est le pourcentage de personnes issues de la diversité qui occupent un poste de gestion dans votre organisation. OK? Donc, on prend le nombre total puis là, de personnes issues de la diversité dans les postes de gestion sur votre nombre total de postes de gestion ou le nombre total de gestionnaires et on va obtenir un pourcentage. On pourrait même faire ça aussi pour si on est une grande entreprise, dans la haute direction. OK? C'est quoi la diversité qu'on a dans la haute direction, notre pourcentage de diversité dans la haute direction? Bon. Puis là, quand on parle de diversité, on ne parle pas seulement de diversité de genre, là, on parle vraiment diversité d'âge, diversité culturelle, diversité de croyances. Fait que ça, c'est de la donnée qui est quand même sensible à aller chercher, là. OK? Puis que ce n'est pas tout le monde qui va chercher cette donnée-là. Cependant, si c'est le cas chez vous où vous n'êtes pas capable d'avoir accès à cette donnée-là parce que ce n'est pas de la donnée qu'on collecte, on collecte certainement la donnée de genre, OK? Ça, donc, on pourrait calculer le pourcentage de femmes dans des postes de gestion, par exemple, ou le pourcentage de femmes dans des postes de haute direction. OK? Parce que ça va vous donner au moins un indice là, de la diversité de genre là, dans les postes de direction ou de haute direction. Fait que ça fait le tour, en gros, là, des indicateurs là, que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, depuis 2020, là, la prise de décision en RH là, basée sur des données, sur des faits, l'utilisation de l'analytique, ça ne fait que progresser. OK? Les données RH sont de plus en plus importantes, on le voit. OK? Donc, si vous voulez mettre en place un tableau de bord RH, qui est le début, OK, pour nous, chez Cara, mettre en place un tableau de bord, ce n'est que le début de l'analytique, mais il faut bien commencer quelque part. Je vous ai donné quelques pistes avec les 5 indicateurs. Cependant, si vous recherchez des listes d'indicateurs, je vous dirais d'aller voir notre blog sur Cara RH. Là. On a fait une liste assez exhaustive là, des indicateurs de performance, puis on avait fait ça en 2020. Là. Fait que si une liste d'indicateurs vous intéresse, vous allez pouvoir trouver ça sur notre blog. Fait que voilà, Amy, ça s'arrête ici pour moi. Est-ce que tu veux? Ben garde, je peux te laisser la parole là maintenant. Ben oui, ben normalement, il devait y avoir une courte période de questions. On sait comme de quoi on termine un petit peu plus tard. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel avec le sondage de satisfaction pour notre activité. Encore une fois, je vous invite à participer en grand nombre. Et la présentation ainsi que le webinaire vont être envoyés par courriel la semaine prochaine. Et on espère que vous viendrez également à notre prochain webinaire qui aura lieu le 23 mars prochain. On demeure encore ici avec vous quelques minutes, donc si jamais vous voulez poser vos questions, on est encore là. Exact. Bon, j'ai encore dépassé. Une chance que puis en plus, j'ai enlevé du contenu. Voilà. Enlever du contenu. Puis moi, Oui. j'ai fait ça vite. Tu as été super expéditif contrairement à d'habitude. Au début, j'étais comme hi! Fait que, s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Ah, on a quelqu'un Oui. qui lève la main. Non, non. Non? Non? On ne lève pas la main. OK. On ne lève pas la main. Ben, on a une autre main levée. Vicky, je vous inviterai à prendre la parole. Bonjour, moi je travaille pour une grande organisation, puis je me demandais au niveau de des personnes très performantes, Oui. quand ils quittent, comment qu'on fait pour obtenir l'information? De notre côté, c'est pas toujours évident là, d'aller chercher cette information-là lors des départs. Oui. Ça, je comprends. Donc, tu sais, la façon la plus simple de le faire, c'est de faire le lien avec l'évaluation de performance dans le système et le départ. Là. Donc, ça, je peux comprendre que ce n'est pas nécessairement facile à faire. L'autre façon de le faire, OK, qu'on a implanté chez certains clients, c'est que quand ils font l'entrevue, s'il y a une entrevue de départ, bien entendu, on pose la question au gestionnaire aussi, puis on demande au gestionnaire, est-ce que vous réembaucheriez cette personne-là? Si le gestionnaire dit oui, je la réembaucherai,
bien, on met ça comme un départ regrettable. Donc, ça aussi, il faut avoir, là, c'est une autre façon de corriger la donnée. Donc, d'avoir cette information-là dans votre système quelque part que oui, on réembaucherait. Donc, ça, automatiquement, c'est un départ qui est regrettable. Sinon, c'est de demander directement au gestionnaire, là. Demander au gestionnaire si ce n'est pas fait automatiquement. Gestionnaire ou partenaire d'affaires, peut-être, là, qui peuvent vous donner l'information. Mais c'est certain que il faut mettre cette information-là dans le système quelque part, donc se créer un champ départ regrettable puis aller le populer. Là. Il n'y a pas d'autre façon que ça. Pour une petite organisation, c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'on connaît notre monde puis on peut facilement cocher ça, c'est un départ regrettable, ça, c'est un départ regrettable, ça ne l'est pas. J'espère que ça t'aide, Vicky. Oui, mais exemple, au niveau des évaluations, là, Oui. nous, on a 3, ça se divise en 3 pans. Est-ce que tu Oui. excelles le rendement? Est-ce que tu as un rendement satisfaisant par rapport aux attentes ou insatisfaisant? Mais une personne qui aurait un rendement satisfaisant, est-ce que c'est un départ de haut potentiel? C'est une très bonne question. Il y a 5 ans, je t'aurais dit non, compte seulement tes Excel, ceux qui excellent. Cependant, dans le marché où on est actuellement, avec la pénurie qu'on a, quand on perd un satisfaisant, je pense que c'est regrettable aussi. Fait que maintenant, là, moi, je mettrais les deux. Ceux qui sont satisfaisants et excellent, je les mettrais comme des départs regrettables. Super, merci pour les précisions. Parfait. On a une deuxième question de Elmadi. On ne vous entend pas. Vous pouvez réactiver votre micro si je veux. Hop, ça n'a pas marché. On dirait que son micro. Vous pouvez peut-être. Vous pouvez sinon la demander dans le chat. Oui, peut-être. On dirait que. De réactiver. Autoriser le micro. Oui, c'est correct. OK. Bonjour, ma question c'est que concernant l'indicateur de pourcentage de diversité, est-ce que on peut égaler la somme des éléments de diversité qu'on a à l'organisation? Par exemple, c'est la sommation, par exemple, le pourcentage des femmes. Ah, OK. Oui. On prend tout ce qui est. Bon, mais il faut faire attention. Oui, il faut pas compter quelqu'un 2 fois. Donc, si quelqu'un, je ne sais pas, est une femme provenant d'une minorité visible, on ne compte pas 2 fois. Il compte dans femme puis dans minorité visible. Fait que, tu sais, on peut juste compter quelqu'un une fois, là. Oui, c'est premièrement, il faut vraiment, c'est quoi la définition de la diversité pour les ressources humaines, les éléments de la diversité au niveau de l'organisation, et c'est là qu'on peut faire la sommation. Exactement. Oui, merci beaucoup. Bon. C'est que voilà. Donc, on ne semble pas avoir d'autres questions, ni même dans le chat. On va vérifier une dernière fois. Non, on n'a pas d'autres questions. Donc, je tiens à remercier tout le monde d'avoir été présent ce midi. Puis, au plaisir de vous revoir lors